Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Ça discute toujours beaucoup pendant la coupure publicitaire. On est avec Isabelle Job-Basile, directrice des études économiques du Crédit Agricole SA, Stéphane Carcillo, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE, professeur à Sciences Po, et Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Le Cercle des économistes, Jean-Hervé, qui a publié une étude absolument passionnante sur la jeunesse. La jeunesse qui est un sujet absolument majeur et trop peu porté en France. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les résultats de cette étude ? D'abord, j'allais dire la technique, la manière dont ça a été fait. C'est un vrai sondage qui a été fait par une très sympathique entreprise de sondeurs, dirigée par un homme tout à fait sympathique qui s'appelle Sanès. C'est Elab. Oui. Sur 5000 personnes qui couvrent à peu près vraiment l'ensemble de la population de la jeunesse française. On verra tout à l'heure, Stéphane explique à quel point sur le marché du travail les choses sont différentes sur les différentes jeunesses. Deuxième sujet, il y avait une cinquantaine de questions. C'est passionnant parce que ça révèle plusieurs choses. Je ne vais pas toutes les détailler, mais au moins 4 choses qui m'ont beaucoup frappé. La première, c'est que une majorité de jeunes en ont absolument ras-le-bol, pardon l'expression, des discussions sur les retraites. On peut les comprendre. On peut les comprendre. On a l'impression que le monde s'arrête parce que l'abattement des 10% remettrait en cause. Au passage, le scandale de ce budget, c'est le fait qu'on n'a pas touché l'abattement qui devait me toucher à titre personnel, pas vous, parce que vous êtes trop jeune, et qu'on a diminué l'apprentissage des enfants. Bah oui, c'est tout un symbole, effectivement. Débile. Certains ont parlé d'un budget de gérontocratie. C'est un peu... Exactement. De manière un peu violente, parce que moi, je ne suis pas pour qu'on oppose les générations, mais il y a quand même des arbitrages budgétaire et de politique publique qui pose question. Deuxième aspect, alors ça couvre plus, et là je suis déjà un tout petit peu sur le terrain de Stéphane, mais un mot sur les NEETs. On s'aperçoit que, parmi d'autres, mais que la recherche d'emploi est quand même très forte. Donc cette idée qu'une partie, le 1,4 million de NEETs qu'on considère comme des jeunes exclus, désocialisés, etc. Ben non, ils en ont pas envie. Troisième sujet, cette partie de jeunesse, il faut préciser, c'est de 15 à 29 ans, est très attachée au territoire, et notamment très attachés à leur pays. Donc, contrairement à ce qu'on pense, ils sont beaucoup moins mondialisés que ce qu'on imagine, sauf ceux qui sortent des plus grandes écoles et qui sautent directement dans l'avion pour la Californie. Mais le reste est moins sensible. Et enfin, mais là, je me tourne vers quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi, ils sont quand même très attachés dans un cadre un mode de vie qui n'est plus le même que celui de ma génération, mais non plus celle des générations qui viennent. Oui. Génération en dessous, non plus, évidemment, mais très attachés à leur travail. Donc c'est l'idée de la grande flemme qui a été développée. Oui, on est très loin de ça. Tel ou tel, est vraiment une aimable plaisanterie. Bon, c'est SOS, une jeunesse en danger quand même, le titre de cette étude. Et effectivement, ça montre aussi une jeunesse extrêmement angoissée. Si on reprend les premiers résultats de l'étude, c'est une santé mentale préoccupante pour 30%, une solitude forte 64%, violence et insécurité 44% ont été victimes de harcèlement, précarité financière et logement critique. Bon. Ça pose on n'en est pas encore un peu la big picture. Oui, tout à l'heure, on va parler de ce qu'il faudrait faire. Oui, on va apporter des solutions, effectivement. C'est non-assistance à jeunesse en danger, le titre exact de l'étude du Cercle des économistes que je vous conseille d'aller voir sur votre site. J'ai été très exaspéré par l'histoire de l'abattement des 10% pour les frais professionnels. Tout le monde sait que c'est très important chez les gens de plus de 70 ans. Oui. Stéphane Carcillo, vous êtes un grand spécialiste des questions de travail. On a en France 1,3 million de NEETs. Corrigez-moi si le chiffre n'est pas bon. Les NEETs, on le rappelle, cet acronyme anglais, Nor in Employment, Education or Training, donc des jeunes qui ont quitté le système sans diplôme, qui n'ont aucune formation et qui sont au chômage. Des abandonnés de la République. C'est un chiffre qui augmente depuis 2020, 2019.
Quel est le constat que l'on fait aujourd'hui et surtout quelles sont les solutions à adresser pour traiter ce problème majeur? Alors, du côté des solutions, je crois qu'il y a deux enjeux très importants. Le premier, c'est l'adéquation de la formation avec les besoins des entreprises. C'était tout l'enjeu de l'apprentissage. Avec le modulo que l'énorme explosion de l'apprentissage en France, qui a un grand succès. C'est 300 000 à 1 million d'apprentis en France. Ouais. Énorme, on a changé de modèle, on a changé d'échelle, on s'est très clairement rapproché en volume à un coût très élevé quand même pour les finances publiques. Ça a coûté 10 milliards. Hein. On voilà. est passé de 6 à 16 milliards de subventions publiques sur l'apprentissage. On s'est rapproché du modèle allemand, suisse, etc., qui ne sont pas des modèles subventionnés. Mais bon, on s'est dit on va changer de culture, il faut pour ça investir dans les CFA, bon d'accord, mais ça a assez peu bénéficié aux jeunes qui en auraient le plus besoin, qui potentiellement auraient le plus besoin, c'est les jeunes qui ne vont pas dépasser le bac, les formations infra-bac. Et là, le constat est beaucoup moins positif, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les faire entrer dans ce dispositif d'apprentissage. Pardon, ça veut dire qu'il est parti où cet argent? Ces 10 milliards d'euros sont partis? Il a bénéficié d'abord à tous ceux qui de toute façon seraient rentrés en apprentissage, donc effet d'aubaine, et ensuite il a bénéficié à de nouveaux jeunes qui sont rentrés en apprentissage, en formation bac plus 2 et bac plus 4, bac plus 5. Donc bac plus 2 c'est bien, parce que ça renforce quand même le lien avec l'entreprise, ça facilite la transition fin de la formation vers l'entreprise, c'est beaucoup plus rapide, c'est un des avantages de l'apprentissage, c'est beaucoup plus rapide. Bac plus 4, l'effet net en fait est pas très très clair. Donc c'est pour ça qu'on rabote là de 200 millions l'apprentissage cette année et 700 millions l'année prochaine. Voilà, c'est pour ça qu'on rabote exactement, sachant que on a un peu trop tendance en France à changer le modèle absolument tout le temps. Donc ça, il faut quand même faire attention au coup de rabot. Il faut qu'on ait un système avec des règles stables, éventuellement qu'on fasse des ajustements sur les curseurs, mais qu'on change pas le système en permanence parce que les acteurs, les entreprises ne peuvent pas s'y retrouver. Donc formation, apprentissage, lycée professionnel, la réforme c'est super important parce qu'on a quand même 700 000 jeunes en lycée professionnel. Donc si eux ne rentrent pas dans un système qui se rapproche de l'apprentissage ou se rapproche pas de l'entreprise, ça marche pas. Il faut faire le nettoyage dans les formations dans le lycée professionnel. Alors ça, on en parle quand même depuis des années. Où en est-on de la réforme des lycées professionnels? C'est un projet politique porté au plus haut de l'État depuis, je sais pas, bien 5 ans. Oui, on progresse. C'est simplement très long parce que c'est des réformes structurelles. Le fait de mettre en place une dernière année avec une différenciation de filières entre ceux qui veulent faire un BTS post-bac professionnel ou qui veulent tout de suite entrer sur le marché du travail et eux, il faut les accompagner, ça demande une réorganisation complète. Mais au-delà de ça, il faut aussi mieux orienter les formations dans le lycée professionnel avec les besoins des entreprises locaux. Et pour ça, il faudrait savoir... Ça semble du bon sens, pardon, mais... Non, mais il y a les on a du mal à comprendre que ça n'a pas été fait. Le problème, là, c'est les profs. Il y a 60%, 70% des profs qui sont en charge de filières, qui sont des filières dont tout le monde sait qu'elles sont pas en croissance dans le meilleur des cas, et que c'est quand même très compliqué à gérer. Donc quoi, c'est un frein culturel et corporatiste au changement? Oui, corporatiste. Mais tout le monde est corporatiste. Voilà. Après, à la sortie, il faut vraiment accompagner les jeunes. Donc un rapprochement du service public de l'emploi de France Travail avec les lycées. Il ne faut pas attendre que les jeunes attendent 6 mois de galère pour aller s'inscrire à France Travail. Donc ce rapprochement, il est hyper important. Il y a une expérience, ça coûte pas très cher, une expérience qui a été mise en place qui s'appelle Avenir Pro, qui montre que l'effet sur la durée du travail post-sortie du bac professionnel est hyper importante. Donc c'est très très rentable. Donc en gros, il faut décloisonner. Il faut rapprocher le monde de l'entreprise de ces lycées. Il faut rapprocher le service du travail de ces lycées. Il faut décloisonner. Et l'autre aspect, c'est vraiment une fois qu'on est sur le marché du travail. Et pour ça, il faut essayer d'inciter les entreprises à embaucher en CDI. Peut-être en renvoyant les modalités du CDI, c'était la proposition du MEDEF, pourquoi pas essayer et tester. Mais en tous les cas, l'accumulation de CDD et cette précarité est hyper néfaste pour les jeunes. Ça retarde l'accumulation de CDD en permanence pendant 5 voire 10 ans pour certains jeunes, retarde la formation d'une famille, ils ne peuvent pas trouver de logement, et ça nourrit le chômage. Parce qu'à chaque fin de CDD, on va au chômage, on cause la cage et on consomme les droits. Et donc ça nourrit aussi le chômage structurel des jeunes de manière très importante. Si vous prenez les autres pays qui ont un dualisme très fort du marché du travail entre CDD et CDI, prenez l'Espagne par exemple, le taux de chômage des jeunes est aussi extrêmement élevé. Donc c'est pas un bon système.
Et il faut arriver à poursuivre les réformes du marché du travail pour faire rentrer le CDD dans ses gonds. C'est-à-dire qu'on l'utilise vraiment pour ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire faire face à des besoins temporaires, remplacer des salariés absents, etc. Mais pas pour recruter de manière permanente des jeunes en essayant de contourner les règles. Ça, c'est vraiment un élément très important. Et dernier volet, la mobilité des jeunes. Elle est faible. Et pourtant, il y a des pas jeunes... le plus simple comme volet, oui. C'est un volet il y a beaucoup de questions derrière. C'est un super compliqué, mais la mobilité, en gros, il faut que les jeunes arrivent à bouger là où il y a des opportunités d'emploi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour les jeunes, qu'est-ce qui est déprimant ? C'est pas de commencer son emploi proche du SMIC, c'est d'y rester pendant 10 ans. Ça, c'est totalement déprimant pour n'importe qui, et particulièrement pour les jeunes. Et on comprend que dans ces conditions, ils se replient sur eux-mêmes. Il faut pour ça favoriser la mobilité, parce qu'un jeune fait sa carrière en changeant d'entreprise. Il faut aller vers les entreprises en croissance, vers les entreprises productives, vers les entreprises qui offrent des salaires plus élevés. Et pour ça, ça veut dire souvent changer d'endroit, changer de lieu de vie. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire ? C'est compliqué, les Français sont assez peu mobiles en réalité. Alors, pour les jeunes, en général, ils ne sont pas propriétaires, donc ils n'ont pas ce problème-là, parce que pour les autres, la propriété, c'est un frein, mais pour les jeunes, ils n'ont pas ce problème-là. Je crois qu'ils sont prêts à le faire, mais la grosse difficulté, c'est comment le faire. Les coûts semblent énormes, et surtout, la difficulté de se loger est vraiment extrêmement importante. Ça, Isabelle Job-Basile, c'est un des sujets majeurs pour le marché de l'emploi en France, de manière générale, cette question du logement. Certes, mais en particulier, effectivement, pour les jeunes. C'est surtout dans les zones urbaines, là où se concentrent les opportunités professionnelles, eh bien c'est très difficile pour un jeune qui n'a pas un CDI de pouvoir trouver un logement, et un logement qui soit abordable. Oui. Donc il y a vraiment une politique de logement envers les jeunes qui doit être mise en place avec, je ne sais pas, un bail d'1 an lorsqu'on n'est pas en CDI, des garanties publiques, etc. Non, mais c'est vraiment la jeunesse aujourd'hui, c'est le parent pauvre de toutes ces politiques, publiques. Et lorsqu'on ne regarde plus la jeunesse, ça veut dire qu'on ne pense plus notre avenir. Bah oui. Et donc, il faut vraiment repenser notre avenir. Et tout ce qui a été dit est vrai. Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique sur ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Il faut tenter. Je pense qu'il faut sanctuariser effectivement tout ce qui concerne l'apprentissage. Alors, modulo le fait qu'on a vu qu'effectivement ça profitait beaucoup. Alors sur des bacs plus 3, bacs plus 5, voilà, donc, mais peut-être qu'on peut moduler l'aide. Ces aides pour être concentrées sur ceux qui en ont plus besoin. Oui, mais du coup on peut peut-être, pas changer totalement les règles, mais on peut peut-être moduler les aides en fonction du niveau de diplôme. On peut aussi peut-être moduler les aides en fonction du niveau de chômage des jeunes. Donc, et après, pour ce qui concerne ceux qui sont les NEETs dont on parle, eux, alors on a des dérogations au SMIC, que ce soit avec l'apprentissage ou que ce soit avec les stages. Le problème, c'est que ces jeunes qui sont très loin du marché du travail, ils ne peuvent pas bénéficier de ces dispositifs. Donc il faut peut-être imaginer, alors c'est vrai que ça a été tabou, c'est vraiment tabou de parler de ce SMIC jeune, mais en même temps... qu'on en parle justement. Voilà, en même temps, on se dit, si c'est sur une période temporaire, mais leur permettre de rentrer et d'avoir une première expérience, parce que c'est là où on acquiert un certain nombre de savoir-faire qui va déterminer sa carrière future. On peut peut-être se dire, sur une période temporaire, se dire pendant 1 an, qu'ils soient rémunérés un peu en deçà du SMIC, de manière à ce qu'ils puissent commencer à s'insérer. Ou alors, on peut un peu comme la garantie jeune, on peut se dire qu'on a un contrat, un genre de contrat d'apprentissage spécial pour ces NEETs, puisqu'ils ne sont pas en formation, mais de se dire, on signe un contrat avec France Travail, on les forme et en même temps, ils sont aussi en entreprise et ils ont une allocation de même type que l'apprentissage aujourd'hui. Enfin, il faut imaginer des solutions, il ne faut pas être dogmatique, il faut essayer un certain nombre de choses parce qu'on ne peut pas laisser 1,3 million de nos jeunes en dehors du marché du travail, et ce, de manière durable. Ça veut dire que ça va conditionner, pour beaucoup d'entre eux, le reste de leur vie. Le début de leur vie, évidemment. Des solutions, Patrick Martin, président du MEDEF, en a posé sur la table. Alors c'est sorti de manière... C'était dans une réunion avec les numéros 1 des partenaires sociaux, ça devait rester au sein de la réunion. Ça a été éventé par un syndicat. Mais les propositions, c'est un CDI où on ne serait en durée indéterminée qu'au bout de 3 ans, des droits rechargeables à la manière de ce qui s'est fait en Italie avec le Jobs Act de Matteo Renzi, et effectivement peut-être un SMIC
inférieur au niveau de SMIC pour les NEETs. Je veux dire, des mesures uniquement concentrées, ça a mal été compris, mais concentrées sur les jeunes sans formation, sans diplôme, sans emploi. On a des exemples à l'international, Stéphane Carcillo, de mesures qui ressemblent à ça. Je parlais du Jobs Act, notamment italien. Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que ces mesures concentrées sur les plus éloignés de l'emploi sont audibles ? Ça a fait scandale. Est-ce qu'on ne peut pas y réfléchir ? Moi, je pense qu'il faut tout à fait y réfléchir. Objectivement, il ne faut pas être dogmatique sur ce sujet-là. Par exemple, sur le SMIC en particulier, moi, je suis très attaché au fait qu'il y ait un SMIC uniforme pour tout le monde, et je préside le groupe d'experts sur le SMIC, donc c'est un sujet sur lequel que je connais très bien. Cela étant, prévoir qu'on puisse avoir une rémunération un peu inférieure du SMIC à condition qu'on s'adresse à un public qui n'a pas de formation et qu'on offre une formation qualifiante. Et la contrepartie est une obligation de formation. Et que la contrepartie est une obligation de formation. Quelque part, j'ai envie de dire, en fait, on le fait déjà. C'est le contrat de professionnalisation, sauf que on pourrait très probablement le flexibiliser, le simplifier et étendre son usage. Donc, c'est une forme d'apprentissage aussi. Ça n'est pas une idée nouvelle. C'est pas la peine de hurler à la fin du SMIC. Simplement, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce qui existe déjà dans le contrat d'apprentissage soit beaucoup plus démocratisé et simplifié pour les entreprises, sans être dévoyé. C'est-à-dire qu'on ait vraiment une formation à la clé. Sur le CDD versus CDI, là aussi, je pense que ça mérite une expérimentation, un test. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un CDI dont la protection est progressive, mais dès le premier jour, on signe un CDI et au bout d'un an, on commence à gagner un peu de protection si le contrat se termine au bout de 2 ans, une indemnisation plus importante, au bout de 3 ans, on rentre pratiquement dans le CDI de droit, plutôt que d'avoir des CDD qui vont durer 3 mois ou 6 mois, qui vont être renouvelés et qui vont s'interrompre à un moment donné et on va faire la casse chômage. Là aussi, on a le droit de se poser la question et il faut ouvrir le débat et surtout, je pense qu'il faut évaluer tout ça. Il ne faut pas être dogmatique. Il faut se dire, est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché ? Qu'est-ce que ça a fait en termes de substitution ? Et dès lors qu'on se pose dans un cadre d'évaluation, moi, je pense que ça vaut la peine de tester. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas les moyens de ne pas tester. Je veux dire, la France a un déficit de taux d'emploi. La France a un déficit d'heures de travail. On a 2 gros gisements en France. Les jeunes et les seniors. Et en France, les jeunes, c'est important. Donc, si on veut garder notre richesse par habitant et sa croissance dans les années qui viennent, il faut y aller. Il faut y aller. On peut plus se permettre d'avoir 1,3 million de jeunes en dehors du marché du travail. Il faut les faire rentrer rapidement sur le marché du travail avec des bonnes conditions. Je rappelle que le CDI, c'est une énorme amélioration des conditions de travail parce que ça a aussi des effets sur l'accès au logement. Oui, bien sûr. Donc, voilà, je pense que c'est important. Et il faut souligner que le fait que le MEDEF propose un accès au CDI plutôt que de demander la flexibilisation à nouveau du CDD, qui est une mauvaise solution. On le sait, c'est une mauvaise solution, la flexibilisation du CDD, et plutôt quelque chose de positif, à mon avis. Bon. Moi, je trouve qu'on rentre dans un domaine qui est de nature profondément politique. La réalité. On est à 12 mois de la présidentielle. J'ai admiré cette bienveillance sur le fait qu'il n'y ait pas de conflit intergénérationnel. Il y en a un. Et il est clair que les 14% que les gens à partir de 63 ans et 1 mois prennent, c'est sûr que, et ça, comme chacun sait, ça ne va faire qu'augmenter de manière très significative. Tout ça, évidemment, pose un problème majeur qui pas uniquement l'idée que les gens ne veulent pas travailler ni rien, c'est que les vieux s'accrochent à leurs avantages et qu'on a un véritable problème par rapport à ça. Deuxième remarque, je suis 1000 fois d'accord, on a un déficit d'heures de travail, c'est quand même le sujet macroéconomique. On a 2 problèmes macroéconomiques dans le pays. Le premier, c'est le nombre d'heures de travail, donc les jeunes et les plus de 60 ans, chacun le sait. Oui, mais ça c'est... Oui, mais on vient de raboter l'apprentissage et on vient de revenir sur la réforme des retraites. J'aimerais bien que le MEDEF soit aussi très imaginatif, autrement que de dire à partir de 60 ans, il faut un contrat particulier. Ça, le contrat particulier, c'est la spécialité des propositions qui ne servent à rien. Troisième sujet, sur l'apprentissage. Moi, j'ai été à l'époque dans des cabinets ministériels où on avait 250 000 apprentis, qui étaient d'ailleurs les mêmes que tu l'as dit tout à l'heure, qui étaient plutôt des apprentis sortis de grandes écoles et qu'on considérait, et on regardait l'Allemagne, outre-Rhin, en disant quel pays magnifique, ils sont 1 million. On a lancé une procédure, c'est un des trucs qui a vraiment bien marché. C'est vrai qu'il y a eu un effet d'aubaine, mais quelle est la politique ?
économique qui n'a pas d'effet d'aubaine. Peut-être il fallait le modifier, mais diminuer de N centaines de millions, parce que finalement, c'est pas très clair dans le budget. L'apprentissage, c'est la mesure la plus stupide de ce budget, avec évidemment le fait que les moins de 200 ou 300 millions d'euros vont évidemment pas inciter à embaucher en apprentissage des jeunes non qualifiés. Je veux dire, on pouvait trouver un truc intelligent par rapport à ça, mais surtout ne pas toucher au montant, peut-être comme ça a été évoqué, le concentrer sur ceux qui ont le plus besoin. Sur le SMIC. Moi, je pense que là aussi, il faut être habile. C'est exactement comme l'âge de départ à la retraite. Il se trouve, les Français on ne va pas tous les fusiller. Ils sont comme ils sont. Ils ont des qualités et des défauts. Il y a des aspects qui sont symboliquement très importants. J'ai bien aimé ce que Stéphane a dit, mais il était un peu biaisé puisqu'il préside l'organisme qui s'occupe du SMIC. Donc, je veux dire, il est sur ce point-là, on pouvait dire qu'il n'est pas totalement objectif. Mais je dirais expert. que l'idée de sortir massivement le CDI, de dire que le CDI est évidemment la manière de rassurer une partie de la jeunesse. Après, de pousser ce qui avait été lancé par Mme Borne, un jeune, une aide ou un emploi, un jeune, et un jeune, une solution. Des dispositifs qui n'avaient été évoqués que pour le tiers ou la moitié des jeunes. Il faut évidemment passer la vitesse au-dessus. C'est le problème majeur de la société française. On ne fera ni gain en productivité, on ne reviendra jamais à nos équipes financiers tant qu'en réalité on consacre l'essentiel de nos ressources et de la protection sociale. Nous avons fait le calcul assez simplement en 2032, on s'écoutera par an à la fois la dépendance et les retraites, 50 milliards par an. Ouais. Donc, je veux dire, évidemment qu'on n'y arrivera pas. Donc, il faut absolument modifier. Donc, on est sur un problème politique majeur. Et c'est pas facile. Et donc il faut appeler les jeunes à voter bien plus. Isabelle Jobbezil. Et en plus, je pense que ce problème politique, il risque de s'aggraver dans les années à venir, puisqu'on dit que l'intelligence artificielle va percuter notamment l'emploi des très jeunes, des jeunes, parce que ils arrivent sur des tâches qui sont à plus faible valeur ajoutée, assez répétitives, mais ils apprennent le métier comme ça, et qu'aujourd'hui, ça pourrait être remplacé par des phénomènes par l'automatisation liée à l'intelligence artificielle. Donc c'est un problème qui est là pour durer, d'où le besoin politiquement qu'on commence dès aujourd'hui à s'interroger et à s'intéresser au sujet. Et je pense que ça devrait être au cœur de la campagne électorale. Presque débuté. L'IA arrive dans la campagne électorale, mais il faut absolument que ça soit... Parce que j'ai l'impression que ce qu'on va nous ressasser, c'est sur cette réforme des retraites, qu'est-ce qu'il faut faire après, puisqu'elle n'est que suspendue, et qu'est-ce qui se passe après. Donc j'ai l'impression que le débat va se focaliser sur la réforme des retraites. C'est la première des dépenses publiques. Et sur les retraites, certes, mais il faut aussi qu'on ait un vrai débat sur l'avenir de notre jeunesse. Oui. L'IA, allez, il nous reste quelques minutes simplement. Un mot sur cette chute incroyable d'IBM. Moins 13% en bourse hier, c'est 30 milliards d'euros sur une boîte qui est valorisée 380 milliards. Pourquoi ? Parce que Anthropic, l'entreprise qui produit le modèle de langage Claude, bien connu de tout le monde, est désormais capable de modéliser un des programmes phares d'IBM, le COBOL qui fait tourner l'essentiel des systèmes critiques américains, des distributeurs automatiques dans les banques, les compagnies aériennes. Bref, une annonce qui vient percuter complètement un modèle industriel vieux de plusieurs décennies, une réflexion sur cet épisode qui secoue tout le monde jusqu'à Scott Bessent ou Jamie Dimon aux États-Unis. Stéphane Carcillo. Oui, c'est pas une nouvelle le fait que les langages, les modèles de langage disruptent notamment. Mais là, la violence avec laquelle tout ça arrive, notamment tout le mode spectaculaire. Tout le codage. S'il y a bien une profession qui est très affectée, c'est les jeunes qui font du code. Alors qu'on les avait mis dans cette voie-là en disant que c'était une voie d'avenir. Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, je fais des codes parce que j'analyse des données. C'est phénoménal ce que vous pouvez demander à Claude ou à ChatGPT en termes de code. C'est absolument incroyable la vitesse à laquelle les gains de productivité dans ce domaine. Donc que Claude sache coder en COBOL plutôt qu'en Python ou en R ne m'étonne pas. Il peut coder dans n'importe quelle langue. Il
y a à mon avis aucun problème. Donc c'est pas tout à fait nouveau et j'ai envie de dire les entreprises doivent s'adapter ou disparaître. Il n'y a pas d'autres règles. Si IBM veut survivre, il faut qu'elle change son modèle. Ouais. C'est-à-dire qu'elle intègre l'IA dans son modèle et qu'elle cherche la valeur ajoutée ailleurs, qu'elle aille chercher et elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait. IBM faisait des ordinateurs, ils ont arrêté de faire des ordinateurs. Ben oui. Voilà. Et donc, elle l'a déjà fait. Il faut. Et sinon, alors, je pense que l'IA va être très disruptive sur certains métiers. Après, les projections qu'on a globalement au niveau macroéconomique, pour l'instant, c'est pas la fin du travail. C'est l'augmentation du travail. C'est la grande question derrière. Hein, c'est la grande question. C'est peut-être la fin du travail dans certains métiers très spécialisés, une grande transformation du travail pour d'autres. C'est-à-dire qu'en gros, la valeur ajoutée, ce qu'on va vous demander, c'est d'être beaucoup plus créatif, ou quand vous faisiez des tâches très administratives, d'être beaucoup plus en contact avec le client. Oui. Et donc les tâches vont évoluer, on va être très augmenté par l'IA sur toutes sortes de choses d'ailleurs qui sont particulièrement parfois très ennuyeuses à faire, donc c'est tant mieux, ou très fatigantes, dans des métiers parfois industriels très fatigantes qui vont être facilitées par l'IA, mais l'IA va nous augmenter et je pense qu'il y a un énorme potentiel de productivité et pas uniquement de destruction d'emplois. Il y a un effet dans ces grandes transformations qui est une substitution de certaines tâches ou certains emplois avec les nouvelles technologies, mais une fois que la productivité augmente, il y a aussi un énorme potentiel de croissance de ces entreprises qui ont adopté, et donc de croissance de l'emploi. Et ça, c'est là-dessus qu'il faut miser. L'IA, l'effet va dépendre de ce qu'on en fait, et si on l'adopte bien, on peut, à mon avis, gagner des emplois. Alors, il y a une destruction créatrice très positive et optimiste. On est dans une ère schumpeterienne optimiste. Isabelle Jobbasi. Voilà, c'est très schumpeterien. Effectivement, d'importants gains de productivité à la clé. En revanche, il y a beaucoup de débats sur ce que ça veut dire alors pour les entreprises, pour chacune des entreprises qui vont utiliser l'IA, effectivement dans une idée de complémentarité et de replacer de rechercher la survaleur en termes de tâches. En revanche, au niveau macroscopique, il y a quand même un débat sur les gains de productivité globaux. Dans la mesure où il y a la question des effets de diffusion, et suivant la vitesse de diffusion, eh bien oui, on aura des gains de productivité ou pas. Et puis ensuite, c'est où on redéploie, parce que certes, il y a quand même des emplois qui vont disparaître, et on va les redéployer dans des secteurs où là, on a des gains de productivité en tendance plus faible. Donc on n'est pas sûr qu'au niveau macroscopique, on ait autant de gains de productivité que la promesse que l'on a aujourd'hui en termes de croissance, ce qu'on le voit d'ailleurs dans les valorisations, même si ça se dégonfle un peu. Oui. Mais la valorisation de ces grands acteurs de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous craignez une bulle de l'IA du côté de Crédit Agricole SA ? Alors, la bulle, vous voyez qu'elle est déjà un peu en train de se dégonfler. Enfin, tout ce qui est, lorsque vous avez eu des grandes technologies qui sont très transformatrices, disruptives, etc., il y a toujours eu des excès. Il y a un excès d'optimisme par rapport aux promesses de rentabilité, aux promesses de gains de productivité et de croissance. Donc oui, il y a la question de se dire, est-ce qu'on va réussir à délivrer sur un horizon court, sur un horizon moyen terme ou long terme, oui, on est quasi certain, mais à quel horizon ? Est-ce que c'est un horizon court ? Donc on a peut-être une surpromesse sur le court terme. Donc aujourd'hui, des valorisations qui sont en train de se dégonfler, parce qu'en plus, on ne sait pas qui seront vraiment les gagnants et les perdants de cette révolution technologique. Après, la vraie question qu'il faut se poser derrière, c'est qui finance cet essor de l'intelligence artificielle, de tous ces giga-investissements dans les différents métiers. Participation croisée. Et là, pour le coup, on peut ça, c'est un sujet très important, le financement, parce qu'en fait, une des grosses barrières à l'adoption de l'IA, c'est l'investissement. En gros, pour adopter l'IA, il faut avoir la capacité de le faire, c'est-à-dire, pour les entreprises, c'est pas ChatGPT le sujet, c'est l'utilisation de ces données et l'exploitation de ces données et de l'intégration de l'IA dans toute la chaîne de production à partir des données. Et pour ça, il faut pouvoir stocker ces données dans un endroit sûr. Beaucoup d'entreprises ne veulent pas le faire si c'est aux États-Unis. D'ailleurs, voilà, l'histoire montre qu'il y a des risques. Et donc, est-ce qu'on a la capacité à stocker les données chez nous en Europe ? Ça coûte cher, l'adoption de l'IA dans les entreprises, assez cher, et donc les entreprises veulent savoir s'il y a vraiment un rendement derrière et quel est le modèle. Donc oui, ça va vite, mais en même temps, il y a des barrières à l'adoption qui vont peut-être potentiellement, comme vous le disiez, limiter
l'impact en matière de productivité de cette IA. Bon, comment démocratiser l'IA? Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Isabelle Job-Bazile, Stéphane Carcillo et Jean-Hervé Lorenzi, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et sur toutes les plateformes de podcast.